If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour une fin d'année engagée, nous parlons convergence des luttes avec la militante écoféministe Solène Ducréto. Bonjour Solène Ducréto. Bonjour. On se connaît, donc je te propose qu'on se tutoie. On va essayer de fluidifier et d'avoir une conversation authentique. Donc le tutoiement est de rigueur. Merci d'être là, à la recyclerie. Tu es aujourd'hui une écoféministe aguerrie. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours intellectuel, militant ? Oui. Comment tu es venue à l'écoféminisme ? De mon métier, je suis journaliste reporter d'images depuis maintenant plus de 10 ans. Et je suis spécialisée sur les thématiques liées à l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que je travaille avec les associations, les fondations, les ONG, qui me demandent souvent de les aider à mieux communiquer sur leurs actions de terrain, notamment au travers des différents outils audiovisuels. Au bout de quelques années, je me suis vite rendu compte qu'on me demandait la majeure partie du temps de traiter les différentes thématiques en silo. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait l'écologie, de l'autre côté, de temps en temps, les droits des femmes. Voilà, et qu'en fait, il n'y avait jamais vraiment de convergence des luttes. C'était très rubriqué, on peut dire. Exactement, on ne mélange pas tout dans le même panier. Mais c'est aussi révélateur des différents programmes des ONG qui me demandaient de travailler sur leurs différentes thématiques. Ce qui fait qu'en fait, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que je m'épuisais beaucoup dans mon travail parce que quand on est engagé à 500% sur différentes causes, qu'on a vraiment envie de faire en sorte à ce qu'on puisse contribuer à notre échelle à changer un petit peu les choses, on s'épuise vite, tout simplement, parce que on a beau faire tout ce qu'on peut. Pour autant, le monde ne va pas du tout mieux, et voire même il empire. Ce qui fait qu'on finit par se demander si ce qu'on fait, ça sert vraiment à quelque chose, tout ça. Donc tu avais un sentiment d'impuissance. C'est comme ça que tu es venu à l'écoféminisme, une tentative de rassembler plusieurs domaines, d'aller plus vers d'interdisciplinarité. Comment tu vois ça ? En fait, c'est ça, c'est-à-dire que je commençais à me faire dépasser par cette fameuse éco-anxiété dont on commence pas mal à parler maintenant. Et découvrir l'écoféminisme, ça m'a redonné un petit peu espoir, si on peut dire ça comme ça, parce que je me suis dit déjà que peut-être qu'on n'avait pas encore essayé toutes les solutions à mettre en place. Et que faire converger les luttes écolo et féminisme, mais même les autres dans la foulée, en fait, ça pouvait être une des solutions qui permettrait de mettre en place des choses assez rapidement pour avoir un impact doublé, triplé. Et donc, regarder la société avec ce prisme-là de l'écoféminisme, ça mettait en perspective tout un tas de choses à faire, à essayer, qui méritaient d'être testées, quoi. Alors l'écoféminisme, c'est un concept complexe qui est né dans les années 70. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la naissance de ce mouvement ? L'écoféminisme, c'est donc effectivement un mouvement qui est né dans les années 70, principalement dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui se sont retrouvées pour militer ensemble, notamment pour la fin de la guerre au Vietnam, contre l'armement nucléaire et contre l'installation de centrales. Parce que c'est à peu près au même moment que s'est déroulé l'incident de 3 Miles Island. Et du coup, ce sont plein de femmes et beaucoup des mères, en fait, des mamans, qui se sont retrouvées entre elles pour militer pour l'avenir de leurs enfants. Donc c'était des luttes très concrètes de terrain et des luttes assez dures. Exactement, et puis surtout issues de la société civile, c'est ce qui fait une des particularités du mouvement, sont des luttes qui n'ont pas du tout été structurées ou réfléchies, en fait. C'est venu d'un besoin de militer pour un avenir meilleur pour les générations futures, et qui est né en grosse majorité de femmes qui se sont retrouvées entre elles, quoi. Et en France, en fait, c'est une Française qui a conceptualisé pour la première fois le mouvement. Cette petite Française s'appelle Françoise d'Aubonne. Et elle a écrit notamment un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort », où elle pose les bases de l'écoféminisme.
Et pour autant, en fait, même si Françoise d'Aubonne a été la première à conceptualiser le mouvement n'a pas du tout pris en France parce que nous, on était en plein dans nos luttes féministes pour avoir le droit à l'avortement, le droit à la contraception, tout ça. Ce qui fait qu'en fait, la convergence des luttes écolo et féministes, chez nous, c'était pas vu comme une urgence encore, voire même, on avait cette peur essentialiste qui a freiné énormément le développement du mouvement parce qu'on se disait que ça allait freiner en fait nos propres luttes féministes pour le droit à l'avortement, le droit à la pilule, quoi. Et donc en fait, c'est que très récemment qu'en France, le mouvement s'est vraiment développé. Et c'est notamment dû au fait qu'en 2015, on a accueilli la COP21. Et puis, on a eu en 2017 les vagues de MeToo et Balance ton porc qui ont permis aussi de mettre sous les feux des projecteurs les différentes thématiques liées au féminisme. Et ces deux événements-là ont permis de faire monter en connaissance et en compétence la population française autour des sujets écolo et féministes, ce qui fait que maintenant, on envisage plus facilement la convergence des luttes écolo et féministes. Alors, il y a une grande question, c'est comment envisager l'écoféminisme ? Est-ce qu'il faut l'envisager comme une forme de juxtaposition entre deux courants de pensée qui sont d'un côté l'écologie et de l'autre le féminisme ? Ou est-ce qu'on peut, à travers l'écoféminisme, tenter de concevoir un mouvement plus ample qui nous amènerait à une forme de questionnement à l'encontre de l'écologie et du féminisme et de créer comme ça un élan davantage vers une convergence des luttes fortes? Alors effectivement, l'écoféminisme ne se résume pas juste à la convergence des luttes écolo et féministes. Ça, on va dire que c'est le premier niveau de lecture. C'est quand on débute en tant que jeune militant, militante, c'est souvent ce qu'on envisage plus facilement. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour imbriquer ces deux thématiques-là et puis monter des projets autour de ces deux thématiques-là. Mais en fait, ça va un petit peu plus loin et ce qu'on va venir faire avec l'écoféminisme, c'est déconstruire ce qu'on appelle le système d'oppression patriarcale. Alors, le mot fait un peu peur. Capitaliste aussi. Et oui, effectivement. Première précision, le système d'oppression patriarcale, ça ne veut pas dire on va venir détruire les hommes. Sortons de cette peur-là. Le système d'oppression patriarcale, on parle bien d'un système patriarcal parce qu'il se trouve que effectivement ce système est quand même majoritairement opéré par des hommes, mais il peut être aussi opéré par des femmes. Oui, c'est ça, c'est un des écueils de vouloir renverser le système patriarcal par un autre qui pourrait devenir une autre forme d'oppression, lapsus. Et du coup, là, on continuerait finalement à perpétuer des rapports de domination. Exactement. L'objectif, c'est bien de s'émanciper de tous ces systèmes d'oppression. Et donc, il est bien évidemment hors de question de prendre le pouvoir sur les hommes et puis de remettre ensuite, de réopérer ces mêmes systèmes d'oppression sur les hommes. L'objectif, c'est de changer le système en soi et qu'on puisse tous et toutes être dans le même bateau pour construire des solutions pour un avenir meilleur. Et donc, ce système d'oppression patriarcale, en fait, il est hyper simple et tout le monde le connaît. C'est le fameux schéma de la pyramide, où il y aurait une personne qui serait tout au-dessus et qui aurait les pleins pouvoirs. Et puis, plus on se positionne dans le bas de la pyramide et plus on subit, en fait, sa position et les positions, les positions des gens au-dessus de nous, quoi. Et l'objectif, c'est donc de changer ce schéma-là pour construire une société qui soit plutôt basée sur un système circulaire où il n'y aurait pas une personne qui aurait les pleins pouvoirs. Donc pour toi, il s'agit vraiment de changer la société, de renverser les codes actuels et non pas de verdir ou de féminiser le capitalisme patriarcal? Exactement. En fait, on arrive dans notre société là à un moment où il y a une telle fracture sociale. En fait, il y a vraiment tout à refaire. Donc, repensons la société dans sa globalité.
Et on se rend compte avec l'écoféminisme, quand on vient déconstruire ces systèmes d'oppression, qu'en fait, on agit aussi sur d'autres nœuds de notre société, parce que ce système-là, c'est le même, en fait, qui crée des nœuds un peu partout. Et quand on vient tirer le fil, en fait, effectivement, on agit en priorité sur la question de l'écologie et des droits des femmes. Mais en fait, on se rend compte qu'on règle aussi pas mal de soucis sur l'homophobie, le racisme, le spécisme. Voilà, et on peut continuer la liste comme ça assez longtemps. Tout simplement parce que ce système d'oppression, c'est lui qui régit toute notre société aujourd'hui. Et quand on repose des bases qui sont beaucoup plus saines, ce sont des solutions sur le plus long terme qui sont mises en place avec un impact qui est décuplé. Et pourquoi en priorité dans ce cas-là les femmes et l'écologie ? Tout simplement parce que l'écologie maintenant c'est devenu une urgence. Tout le monde est obligé de se poser cette question-là, on ne peut plus y couper. Et puis parce que les femmes font partie de la catégorie sociale la plus vulnérable partout dans le monde. Parce que tout simplement, les femmes sont les plus pauvres, sont les plus précaires. C'est la catégorie sociale la plus précaire dans tous les pays du monde. Ce qui fait que dès qu'il y a une crise qui arrive, que ce soit une crise écologique, une crise sociale, une crise économique, une crise sanitaire, en fait, ce sont toujours les premières à voir leurs droits reculer ou alors tout simplement à tomber dans une précarité, à subir ces crises-là de plein fouet parce que ce sont les plus pauvres tout simplement. Donc en venant agir sur la question de l'égalité femmes-hommes et de l'écologie, on règle en fait pas mal de soucis. Donc pour toi, en quelque sorte, l'écoféminisme est la lutte de toutes les luttes, est-ce qu'on pourrait dire ça ? Et est-ce que tu entres aussi dans la perspective que peut décrire un Frédéric Lordon, dans le sens où il ne faut pas tenter d'une forme de hiérarchie des luttes, mais reconnaître en chacune des luttes une légitimité ? Exactement. En fait, l'écoféminisme, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est la lutte, parce que l'idée, c'est que c'est plutôt un mouvement, c'est un des meilleurs mouvements qui permet de réunir un maximum de luttes. Ce qu'il y a d'intéressant, en fait, dans l'écoféminisme, c'est que l'objectif du mouvement est de valoriser la diversité. Ce qui fait qu'en fait, on est d'accord sur le fait qu'on peut ne pas être d'accord. Et ça change tout. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de réussir à fédérer toutes ces luttes-là, et pas d'uniformiser le tout. Accepter la complexité, c'est pour ça que tu mets souvent un S à écoféminisme. Exactement. Écoféminisme pluriel. Exactement. Aujourd'hui, l'écologie comme le féminisme est récupérée de toutes parts. Est-ce que, selon toi, on a tout intérêt à rompre avec les approches qui peuvent être catégorisées comme des approches plus mode, tendance, qui du coup mènent à une forme d'apolitisme ? Et comment rompre avec ces tendances-là ? C'est une grande question. Alors, il y a plusieurs avis sur cette question-là. Voilà, il y a 2 branches dans l'écoféminisme aujourd'hui en France qui divergent un peu sur ce sujet-là. Il y a certaines militantes qui valorisent l'écoféminisme tel qu'il était dans les années 70 et qui du coup estiment que si on veut être à 100% fidèle et rendre hommage aux militants des années 70, il faudrait, entre guillemets, calquer leur militantisme à ce qu'on peut faire aujourd'hui dans nos luttes. C'est-à-dire quel type de militantisme ? C'est-à-dire un militantisme qui resterait vraiment une espèce de contre-culture radicale, même si on pourra revenir sur la définition de radical, et qui s'émancipe de tout système institutionnel qui reste fondamentalement porté par la société civile. Donc il y a cette idée en fait de rester faire en sorte à ce que l'écoféminisme reste un mouvement radical, anarchiste, anticapitaliste, et ce qu'il faut, c'est dans l'ADN du mouvement dans tous les cas, donc c'est bien de toujours garder ça en tête. Et puis il y a une autre branche qui viserait plutôt à se dire que le militantisme des années 70 peut-être avoir évolué aujourd'hui. Les militants climat ou les militantes féministes ont des outils aujourd'hui que les militants des années 70 n'avaient pas. La question étant du coup, comment est-ce qu'on utilise ces outils sans tomber dans des écueils capitalistes, voilà, où est-ce qu'on place nos barres nos murs, quoi. Et puis, à quel point on institutionnalise et comment on le fait.
et comment effectivement s'émanciper du capitalisme dans lequel tout le monde baigne aujourd'hui. Et ça, c'est la grosse question. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on reste un petit groupuscule de militantes et de militants qui n'élevons pas de chefs parce qu'on n'élève pas des animaux, qui habitons dans les yourtes et en communauté de femmes en non-mixité sur des ZAD, ou alors est-ce que on milite en ville pour pouvoir mobiliser un maximum de personnes avec nous et infuser en fait infuser dans la société un peu sur toutes les sphères et infiltrer le système de l'intérieur pour mieux le renverser. Eh bien, je te propose, Solène, qu'on laisse cette question ouverte, parce qu'on n'a pas réponse à tout, mais en tout cas, ça fait des débats passionnants pour l'écoféminisme, pour les écoféminismes. On va passer aux actions. Tu es à l'origine du premier festival écoféministe en France, qui a eu lieu à la Cité Fertile en 2019, après la pluie. Pourquoi un tel festival ? Eh bien, à l'époque, on s'est rendu compte que c'était en 2019, donc quand on a commencé à préparer le festival, c'était en 2018, il y avait encore très peu de contenu sur l'écoféminisme en français. Il y avait le livre Reclaim, sorti par Émilie H, qui est un peu la bible des écoféministes aujourd'hui, qui a été le premier, en fait, le premier pavé dans la mare qui a permis de d'essaimer un peu ensuite le mouvement. Et hormis ça, en fait, à part quelques articles universitaires, il n'y avait pas grand-chose. Du coup, nous, on s'est dit que ça pourrait être pas mal de faire ce travail, en fait, de recherche pour identifier les initiatives écoféministes qui existent déjà sur notre territoire, et puis les valoriser, et puis profiter de ce temps-là aussi pour se rencontrer entre militantes, parce qu'en fait, même encore aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de structuration du mouvement, ce qui fait que les militantes se retrouvent souvent un peu isolées sur leur territoire, en région, en France, un peu partout, ce qui fait que créer un espace-temps pour se voir, se rencontrer, s'identifier et partager des bonnes pratiques, c'était aussi primordial. Oui, c'est ça, c'était pas uniquement un temps de réflexion, mais aussi un temps d'action et même de création. J'ai trouvé cette dimension intéressante. Oui, effectivement, dans l'écoféminisme, puisqu'on vise à sortir de cette fameuse pyramide, il était hors de question de faire un festival avec une connaissance descendante, avec des experts et des expertes qui parleraient pendant des heures face à un public en écoute. L'idée, c'était de pouvoir bien sûr quand même amener du contenu de réflexion, mais de pouvoir proposer un passage à l'acte. Donc on avait organisé plein d'ateliers différents qui regroupaient aussi plein de branches différentes de l'écoféminisme. Donc les actions de terrain et puis la branche aussi un peu spirituelle. Donc mettre les mains dans la terre, faire des cercles de femmes et puis bien sûr avec des temps de culture, quoi. On avait du théâtre, des expos, enfin voilà, on a fait plein de choses, quoi. Et donc ce festival Après la pluie a aussi donné naissance à un livre. Et dans ce livre, tu donnes, et les autrices et les auteurs donnent des pistes d'action très concrètes pour s'engager. Il y en a une notamment qui est celle de réinvestir les rues, les espaces publics qui ont été conçus par et pour les hommes. Donc comment on peut agir concrètement sur ce terrain pour changer les espaces publics ? Vaste question. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que si on est plutôt une fibre artistique, par exemple, on peut tout simplement faire du street art pour se réapproprier les murs. C'est ce que fait notamment la street artiste Wild Wonder Woman, qui vient faire des collages de ses illustrations qui mettent en avant des petits personnages plutôt féminins. Dans ses représentations, en fait, elle fait tout le temps converger un personnage féminin avec des éléments naturels et souvent elle dénonce des choses. Donc dans sa pratique d'art, c'est complètement écologique, et puis surtout elle explique dans sa démarche qu'elle vient féminiser les rues en y mettant en fait des figures féminines. Bon, on peut discuter le terme de figure féminine, hein, mais voilà, je simplifie un peu. Et puis en le végétalisant, même si c'est symboliquement aussi, il se trouve qu'elle vient toujours coller ça sur des grandes surfaces en béton, dans des lieux vraiment pas poétiques, et elle vient se réapproprier la rue de cette façon-là. Donc ça, c'est sur une partie militante artistique. Après, on peut faire plein de choses d'un point de vue
territorialité. Mais bon, ça, en tant que citoyen, à part faire pression sur sa territorialité, on ne peut pas faire grand-chose par nous-mêmes. Mais effectivement, on peut demander, par exemple, des permis de végétalisation pour pouvoir créer en fait des espèces de micro-jardins partagés autour de soi, dans l'idée, bien évidemment, de pouvoir réunir aussi des gens autour de nous et faire de la sensibilisation là-dessus, et si possible, pas que des femmes, en fait. C'est ce que j'allais ajouter aussi en tant qu'homme. On peut tout à fait s'engager en faveur de l'écoféminisme, que ce soit très concrètement avec des actions, mais aussi tout simplement dans notre manière d'être, en tout simplement acceptant nos émotions. Qu'est-ce que tu en dis ? Effectivement, il y a un exemple que j'aime beaucoup donner là-dessus, qui est l'exemple des pays du Nord, en fait. On peut se demander comment ça se fait que dans les pays du Nord, ils ont une conscience écologique qui est plus développée que la nôtre, et qu'en plus de ça, ils ont une égalité entre les femmes et les hommes qui est bien plus aboutie que la nôtre. Les pays nordiques, tu veux dire ? Ouais, les pays nordiques. En fait, on se rend compte que le congé parental a une grosse influence sur ces deux prises de conscience écolo et féministes. Si je prends l'exemple de l'Islande, de mémoire, les couples qui ont un enfant qui arrive dans le foyer ont 6 mois de congé parental. 6 mois par personne. Donc 6 mois la maman, 6 mois le papa, ou les deux mamans ou les deux papas. Et en plus de ça, il y a 3 mois supplémentaires qui s'ajoutent et qui peuvent être partagés. C'est-à-dire 1 mois et demi une personne, 1 mois et demi l'autre, ou 2 mois une personne, 1 mois l'autre. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce congé parental est obligatoire. C'est-à-dire que si les parents ne le prennent pas, ils ne sont pas payés. Ce que ça change, c'est que dans la sphère du foyer, les 2 parents se retrouvent obligés à gérer le bébé, la vie quotidienne d'un bébé sur le long terme, enfin en tout cas sur au moins 6 mois. Donc ça, ce sont des expériences de vie très concrètes qui permettent de changer la donne. Exactement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont la prise de conscience de la charge mentale à l'arrivée d'un enfant, et y compris de la charge écologique à l'arrivée d'un enfant. Parce que du coup, on se pose la question, mince, les générations futures, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? Voilà. Et donc, en fait, gérer ça pendant 6 mois, ça permet aussi de mettre en place des habitudes. Ce qui fait que sur le long terme, ensuite, les tâches sont réparties mieux dans le foyer. La conscience écologique, elle est gérée beaucoup plus équitablement dans le couple. Et en plus de ça, d'un point de vue du travail, ça change tout, parce que quand les papas ont le même congé parental que les mamans, on ne se retrouve plus dans un entretien d'embauche à 30 ans avec son boss qui nous dit « Mais dis donc, mademoiselle, vous avez 30 ans, l'enfant c'est pour bientôt ». Et maintenant, les hommes se retrouvent avec la même peur, ou les mêmes, voire même c'est le système du travail qui change en fait pour s'adapter à la vie familiale, et c'est ce qui contribue grandement en fait au changement des consciences et du coup au changement de ce qui nous entoure. On va parler maintenant de la présidentielle 2022. Tu as été la porte-parole de Sandrine Rousseau, qui a fait une très belle campagne écoféministe lors de la primaire écologiste. Est-ce que tu penses que le concept d'écoféminisme est aujourd'hui assez mature, assez puissant pour infuser le débat public à l'approche de 2022 ? Alors, je le placerai pas comme ça, je le formulerai à l'inverse. Est-ce que les personnes sont prêtes à accepter l'écoféminisme pour une entrée dans le débat ? Pas tout le monde, je crois. Quand on écoute un Éric Zemmour qui fait du féminisme un fléau, on sait qu'il y a toute une partie de l'électorat qui n'est pas prête à écouter ce genre de discours. Mais comment toi tu imagines la suite, et la suite notamment politique de l'écoféminisme, dans la mesure où on sait que les fondements écoféministes vont puiser en partie dans l'anarchisme. Il faut aussi parfois faire peut-être attention à des formes de récupération politique. C'est un chemin assez sinueux finalement pour accéder aux politiques ou à la politique. Comment tu vois la suite ? Effectivement, c'est un risque, la récupération politique, et il n'y a pas vraiment de recette miracle. La seule chose que, de mon côté, j'ai pu identifier, c'est le fait de se référer dans ce cas-là aux actions
concrètes qui ont pu être mises en œuvre plutôt que au blabla politique tel qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que si une ou un candidat se revendique telle ou telle chose, en fait, regardez tout simplement dans son passé ou même aujourd'hui s'il y a des actions concrètes qui existent sur ces sujets-là. Et ça, c'est valable pour le féminisme, comme c'est valable pour l'écologie, comme c'est valable pour l'écoféminisme. Si un candidat ou une candidate se revendique féministe et qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucune chose en fait qui prouve qu'il y a vraiment des actions qui ont été faites sur ce sujet-là par cette personne-là, en fait on peut être amené à douter de sa parole. Là où s'il y a eu des actions qui ont été menées, le fait de dégager des budgets, de créer une association, d'être sur le terrain quand il y a des choses qui se passent, déjà on peut se dire que on est sur une bonne voie. Après, sur la question de l'anarchisme, c'est vrai qu'en fait de toute façon, pour se revendiquer officiellement écoféminisme, il faut avoir, en tant que candidate politique ou candidat, il faut avoir une forte volonté de changer la politique politicienne telle qu'on la connaît aujourd'hui en France. C'est une réalité. Aujourd'hui, on peut pas être candidate et continuer les systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui, que ce soit sur les systèmes d'élection ou que ce soit même dans la gestion d'une campagne. Il y a encore trop de partis, par exemple, qui ne prennent pas du tout en compte les populations précaires au sein même de leurs militants et de leurs militantes. C'est-à-dire, oui, en fait, il y a plein de personnes qui ont envie de participer à une campagne, mais parfois, certaines ne peuvent juste pas, pour des raisons solidaires, et mettre en place des systèmes de solidarité militante, c'est déjà une des premières étapes pour s'assurer qu'on a des bases saines dans la gestion de son équipe, et puis sortir aussi un maximum de cette fameuse pyramide dont on parlait tout à l'heure, ce qui est quand même très compliqué, parce que quand on pousse une candidature d'une personne, on pousse la candidature d'une personne, donc on y est forcément sur cette pyramide, mais essayer de déconstruire ce schéma-là un maximum. Exemple qui peut paraître anecdotique, mais qui contribue beaucoup en fait à reforger une symbolique politique de l'intérieur aussi, c'est que dans la campagne avec Sandrine Rousseau, on n'avait pas d'organigramme. Vous savez, l'organigramme, c'est cette fameuse pyramide qui décrit un peu les postes de tout le monde, avec tout au-dessus là où le candidat. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de mettre en place un floranigramme. Ça peut faire rigoler, mais en fait, ça change tout dans la façon de mener une campagne, et dans l'image et dans l'appropriation qu'on s'en fait de cette campagne-là. C'est-à-dire qu'on avait organisé les choses un peu sous la forme d'une fleur, où il y avait au milieu l'étamine, qui était effectivement Sandrine Rousseau, et puis autour, il y avait les pétales, qui étaient les différents groupes de travail, les pistils, qui étaient les porte-paroles, les graines, qui étaient toutes les régions qui se mettaient ensemble pour militer. En fait, il y avait toute une forme organique en fait, de l'équipe qui change tout et qui aussi veut dire beaucoup de choses dans la façon dont on gère l'humain, en fait. Solène Ducréto, on passe à notre deuxième partie de podcast avec les questions qu'on a l'habitude de poser ici. La question habituelle, la première, c'est quel a été ton plus grand déclic écologique ? Mais moi, j'ai envie de te poser la question plutôt, quel a été ton plus grand déclic écoféministe ? Oui, et c'est un poème de... je crois que tu allais dire c'était un podcast de la recyclerie. Ça aurait pu. Non, et là, c'était un poème de Suzanne Sachs, lu dans le livre Reclaim, qui s'appelle « Une question stupide ». D'accord, donc là, on voit à nouveau que la forme poétique a toute sa place dans ce mouvement de l'écoféminisme. Est-ce que pour prolonger sur ces conseils de lecture, tu aurais encore un ou deux livres ou un auteur ou une autrice phare que tu aimerais nous conseiller ? Oui, j'aime beaucoup conseiller le livre « Faire partie du monde », qui a été écrit par un collectif écoféministe, donc qui a plusieurs autrices et auteurs, et qui est sorti aux éditions du Remue-Ménage. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est que ce sont des militantes canadiennes qui prennent la parole. Effectivement, les militantes canadiennes écoféministes sont un peu plus en avance que nous, les Françaises, sur ce sujet-là. Et c'est un livre, en fait, qui est très accessible parce qu'il est relativement court. C'est un recueil de textes qui vient creuser pas mal de
de sujets, en fait, de thématiques assez différentes sur le féminisme, le spécisme, l'écologie, sur des communautés écoféministes qui se sont retrouvées entre elles et qui ont fait des expérimentations. Enfin, il y a vraiment plein d'exemples et plein de sujets différents qui ont aussi beaucoup inspiré notre livre Après la pluie, horizon écoféministe. Et pour finir, comment imagines-tu le monde dans 20 ans, si on tente de se projeter dans une perspective plutôt utopique, où l'on aurait mis fin aux multiples rapports de domination? Ouh là là, le monde serait bien différent. Déjà, peut-être qu'on n'aurait pas le même système politique tel qu'on l'a aujourd'hui. Peut-être qu'on n'aurait pas un ou une présidente, bon, en l'occurrence parce que une présidente en France, pour l'instant, ça n'existe pas. Et puis surtout, on aurait ce fameux modèle de société plutôt basé sur un schéma circulaire, basé sur la coopération, les richesses de chacun, chacune. Il y a notamment une des autrices et penseuses figure de proue de l'écoféminisme qui s'appelle Starhawk, qui, elle, parle de sortir du système qu'elle appelle le pouvoir sûr, c'est-à-dire cette fameuse pyramide où, en fait, pour avoir le pouvoir, on est obligé de se marcher dessus, en fait, pour arriver tout en haut de la pyramide, pour arriver vers une société qui soit plutôt basée sur le système du dedans, enfin le pouvoir du dedans, c'est-à-dire le pouvoir intrinsèque en chacun, chacune, et donc valoriser cette différence qu'on peut tous et toutes avoir et construire une société qui soit basée sur ces différences-là et sur la valorisation de chacun des profils. Solène Ducréto, merci beaucoup d'être venue à la Recyclerie. La Recyclerie prépare un événement écoféministe les 18 et 19 décembre. Donc merci pour cette belle entrée en matière et à bientôt. À bientôt. If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?